Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs. Je vous prierai tout d'abord de bien vouloir m'excuser de m'emparer d'un sujet qui n'est pas du tout le mien. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la guerre 14-18, je ne suis pas spécialiste d'histoire militaire, et le sujet que je vous ai proposé en accord avec Monsieur Sommeville est un sujet évidemment qui est entré dans les commémorations de 14-18 cette année, qui peut-être était un peu inattendu, proposer un angle de vue sur ces commémorations un peu de biais, peut-être plus touchant pour la circonstance. Et voilà, en 20 minutes, je vais essayer de vous ouvrir un tout petit peu le panorama de cet univers auquel je suis arrivé finalement de manière moi aussi marginale en m'intéressant aux pratiques de spectacle en amateur. Et c'est un jour en tombant sur une série de photos que je me suis rendu compte, j'ignorais absolument l'existence de ces pratiques de théâtre dans les camps de prisonniers en 14-18, mais on pourrait faire exactement la même chose en 40-45 parce qu'il y a eu une même activité tout aussi intense qu'en 14-18. Alors si je m'y suis intéressé pour des raisons de théâtre amateur, de pratique d'amateur, musicale ou théâtrale, on peut dire aussi que nos prisonniers de 14-18 sont arrivés à cette pratique théâtrale dans les camps de la même manière. Nous avons sans doute beaucoup oublié aujourd'hui tout ce qui relève... Voilà. Tout ce qui relève sans doute des pratiques théâtrales. Peut-être que l'on peut baisser un peu la lumière, ce serait mieux si c'est possible, si M. Pivin m'entend, ce serait bien. On peut baisser la lumière, je n'en ai pas besoin. Théâtre scolaire, vous le savez, il s'instaure avec les jésuites dès le XVIe siècle, mais il est extrêmement intense au travers du XVIIe, XVIIIe et encore dans une bonne partie du XXe siècle. En tout cas, moi, je me souviens d'avoir encore été déguisé en lapin de fête scolaire. Ça, c'est un souvenir, je crois, quand on a été dans ce genre de déguisement qu'on n'a jamais oublié. C'était pas non plus que les petits, hein. Vous en avez des tout petits ici, c'est très joli, vous voyez le soin que l'on donnait à ces représentations, mais bien entendu aussi beaucoup plus tard, et vous voyez en dessous, j'ai choisi ici de jeunes adultes qui sont en train de pratiquer le théâtre. Et donc nos soldats, évidemment, arrivaient avec ce bagage bien fort en eux. Aussi du théâtre militaire. On n'avait pas attendu la guerre pour faire du théâtre à l'armée, bien entendu. Alors on parle au théâtre aux armées, mais c'est vraiment pas le sujet qui va m'intéresser. C'est plutôt la pratique du théâtre par les soldats eux-mêmes, par les militaires. Et vous avez ici trois illustrations qui ne concernent pas du tout le théâtre militaire dans les camps prisonniers, mais ici des pratiques, je dirais, dans les camps de formation. Vous avez le camp de Mailly à gauche, vous avez l'Insile de Vincennes et Paris au-dessus, qui vous montrent qu'en temps de paix, de toute façon, dans ces lieux militaires, où les militaires séjournaient quand même de très longues temps, parfois, durant plusieurs années de service, eh bien, la pratique du théâtre y était habituelle. Elle n'a donc été que transférée pendant les camps, mais il n'y a pas là tout à coup quelque chose qui soit neuf, elle s'inscrit dans une pratique bien commune. Alors, quelles ont été les circonstances, je dirais, du développement du théâtre, car vous allez voir tout de même qu'il est assez intense. Alors, pour l'instant, j'ai repéré une 60aine de camps dans lesquels le théâtre a été actif, parfois extraordinairement actif, parfois plus de 40 spectacles en un an, différents, donc il faut se donner une idée de proportion. 60 camps, ça peut paraître beaucoup, c'est très peu sur la quantité énorme de camps qui existaient en 14-18 en Allemagne, aux Pays-Bas, voire plus tard un peu également en Suisse. Donc, ce qui a incité très tôt, dès octobre 1900, dès janvier 1915, on a les premiers spectacles sont attestés, il va y avoir un grand effort de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, évidemment, va se mobiliser à ce moment-là pour s'assurer de la qualité de vie des prisonniers. Et dans ce qu'elle promeut, il y a tout ce qui peut éviter, je dirais, à ces soldats qui sont confinés, qui s'ennuient terriblement, qui se sentent aussi déplanqués, évidemment, retirés du front, alors que leurs frères sont restés au front, et on a beaucoup de témoignages qui montrent que c'était extrêmement pénible pour eux. La dépression, évidemment, menace extrêmement fort ces soldats, et la Croix-Rouge va essayer de mettre tout un réseau d'activités sociales pour essayer de pallier ces manques très très forts chez ces prisonniers.
Et donc, parmi ces activités socialisantes, il y en a beaucoup, le théâtre ou la musique, mais aussi les arts plastiques, le sport. On va publier des journaux également dans certains camps. Tout ce qui peut, je dirais, rompre l'isolement des prisonniers et les rassembler entre eux a été encouragé. Et je vous montre ici la photo en haut d'un camp de prisonniers. Là, et vous voyez l'affiche de la Croix-Rouge figure sur le camp sur la scène au moment où on a pris la photo. En dessous, je vous montre aussi un autre exemple de ces activités. C'est ce qu'on appelait un des salons des beaux-arts. Il y en a eu de très spectaculaires et parfois avec des œuvres artistiques absolument remarquables, parce qu'il y avait évidemment parmi les prisonniers des artistes tout à fait exceptionnels. Et régulièrement, ils exposaient leurs productions. Et on les vendait aussi. Et c'est un des éléments importants, vous allez voir, de la vie économique du camp. Je vous montre ce choix-là. Pourquoi ce salon? Parce que tout simplement, si vous regardez bien, j'ai mis le détail, vous avez précisément une maquette de théâtre qui est réalisée en 3 dimensions, qui ressemble à une maison de poupée, mais je suis certain que c'est un décor de théâtre parce que je l'ai retrouvé par ailleurs. Socialiser, tuer l'ennui, remonter le moral des troupes, bien sûr, mais aussi ces activités avaient au sein même des camps des vertus sociales, là aussi, puisqu'elles servaient à alimenter les caisses des prisonniers. Pour les prisonniers les plus pauvres, malheureusement, pour payer aussi tout simplement les cercueils de ceux qui mouraient, qui n'avaient pas d'argent, voire, et je vous en montrerai un exemple, payer les monuments aux morts qui garderaient le souvenir de tous ces soldats morts, parce que peut-être qu'on les imagine planqués, mais une bonne épidémie de typhus dans un de ces camps, et je peux vous dire que le tableau de chasse est hélas extrêmement violent et que je crois qu'ils ont beaucoup souffert, même s'ils n'ont pas osé le dire parce qu'ils avaient un peu honte par rapport à ceux qui avaient fait l'Isère, par rapport à ceux qui avaient fait Verdun, bien entendu. Ils sont revenus, ils ont un peu caché, je pense, ce genre de choses. Et donc, c'est aussi ce qui explique sans doute qu'on connaît si peu ce genre de choses, parce que les prisonniers eux-mêmes n'ont pas eu, à mon avis, de réelle fierté de ce genre de choses. Ils ont été plutôt considérés comme des planqués ou se considéraient eux-mêmes comme des planqués. Donc, des activités qui permettaient de nourrir la caisse de secours. Alors, l'un des intérêts majeurs, je pense, de ce sujet, il n'est pas neuf, c'est que dans ces camps se côtoyaient des prisonniers d'origine très diverses. Alors, on va citer les 3 grands, j'ai envie de dire, les Anglais, les Français et les Russes qui forment le gros du contingent des prisonniers dans les camps. Et dans certains camps, vous avez évidemment des prisonniers de toutes ces origines. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est que ces pratiques ne sont pas du tout limitées au théâtre francophone, mais elles se sont étendues à l'ensemble des prisonniers. Et au sein d'un grand camp, un camp principal, comme on les appelle, le camp de Cottbus, ici, vous avez, vous le voyez ici à droite, vous le lisez aussi bien que moi, je pense. Voilà, le théâtre russe, d'ailleurs, ça se voit rien qu'aux costumes, qui ont une allure très populaire. Vous avez une belle scène de vaudeville à la française et puis une scène de comédie de mœurs à l'anglaise. On revoit même visuellement tout de suite à peu près le ton qui dominait dans chacune des troupes. Alors évidemment, les Belges se singularisaient déjà puisqu'il n'y avait pas qu'une seule troupe belge, mais il y avait ce qu'on appelait la troupe belge française et la troupe belge flamande. Et je vous montre ici 2 exemples précisément de pratiques. Et je les ai choisis aussi parce qu'évidemment, c'est un répertoire aussi d'auteurs locaux. Donc la troupe belge ici joue la pièce Catched, qui est une pièce qui a eu énormément de succès de Paul Spaak, qui a été créée à 2 pas ici au Théâtre du Parc. Elle a été créée l'année qui précède sa représentation dans le camp. Et vous avez à côté aussi deux pièces, l'une néerlandaise, je n'ai pas les noms qui sont écrits sous mon PowerPoint de mémoire, mais c'est une version qui est située aux Indes néerlandaises de Madame Chrysanthème de Pierre Loti, une pièce qui a eu beaucoup de succès aux Pays-Bas, à La Haye en particulier. Et en dessous, Skeltjens, qui est un auteur bruxellois, qui a été l'auteur de toute une série de pièces. Et donc là aussi, on avait, je dirais, les deux étaient bien représentés. Non seulement on donnait des spectacles dans toutes ces langues, avec des auteurs de toutes ces cultures, mais il y avait des soirées, et c'est très très clair lorsqu'on lit les programmes, où justement les artistes des diverses troupes se rassemblaient.
Et donc ça, je trouve aussi très intéressant, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'acteurs russes qui aient pu rencontrer un danseur anglais et un chanteur français. Eh bien, tout ce petit monde s'est retrouvé à cet endroit-là pour des soirées où ils étaient ensemble. Donc vous avez une matinée franco-anglo-russe, et il est certain que dans cette matinée, vous avez entendu dans toutes les langues toute une série de sketchs, de spectacles différents. Vous avez une magnifique affiche, parce qu'il y avait des artistes prisonniers, c'est Fernand Lantoine, d'origine belge, mais qui fait sa carrière à Paris, pour une soirée italo-française. Italo, il y en avait quelques-uns, mais je pense surtout que les Russes, les Français, les Anglais ont fait une soirée italienne qui, à mon avis, amenait un peu de soleil dans des camps qui étaient quand même assez peu chauffés pour ce qu'on en sait. Et en dessous, c'est illustré d'un périodique anglais. Et ils ont choisi cette photo pour illustrer en effet les pratiques des camps. Et justement, ce qui frappe le journaliste, c'est l'intérêt pour les autres cultures, pour les autres spectacles. Et ils disent, regardez d'ailleurs ici la queue que font les prisonniers français pour assister à une comédie anglaise. Et en effet, tous ces spectacles étaient extrêmement courus, et quand même assez intéressant de se dire que ce barrage de la langue qui semble arrêter beaucoup de monde dans ces circonstances extrêmes, en tout cas, ne l'a pas été. Et s'inscrit dans des choses que l'on connaît mieux, comme l'université, par exemple, qui avait ouvert des portes dans les camps. Henri Pirenne raconte comment on enseignait, combien ont été formés là-dedans. D'une certaine manière, je pense que ceci a été un moment extraordinaire d'ouverture culturelle pour tous ces prisonniers. Ils se sont trouvés confrontés à des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés autrement. Alors, je vous invite à suivre un peu la représentation pas à pas. Alors ça, voilà, ce sont des photos, je pense, qui sont parmi les plus rares que j'ai jamais pu retrouver. Nous ne sommes pas dans les camps de prisonniers, nous sommes en Argonne et nous sommes du côté français. Mais ce ne sont pas des grands artistes de l'Opéra de Paris ou de la Comédie Française qui viennent jouer sur le front. Ce sont les soldats eux-mêmes. Les guerres de tranchées, elle a été longue à certains moments, qui ont donc créé, et vous le voyez, les photos montrent la construction du théâtre, et puis le spectacle, et puis la troupe qui vient saluer et qui prend la photo. Je pense que c'est vraiment un document extrêmement rare, mais qui vous montre à la fois l'efficacité, mais la beauté aussi du résultat avec des moyens d'une simplicité vraiment complètement désarmante. Alors, dans les camps, mais évidemment, on transforme des baraques. On transforme en général des baraques. C'est ce que vous avez là au camp de Tsel, là en haut, où voilà, c'est le théâtre. Il ne ressemble pas grand-chose à un théâtre, nous sommes bien d'accord. Mais on aménageait certaines baraques. Il y avait des autorisations. Les Allemands n'étaient pas opposés non plus à ces pratiques théâtrales. Vous savez qu'ils devaient se faire passer pour des camps modèles, une habitude malheureusement qui reviendra en 40-45 et qui rappelle de sinistres souvenirs. Il y avait évidemment la Croix-Rouge, il y avait des Espagnols, des gens qui, en dehors de la guerre, venaient visiter comment ça se passait. On s'était rendu compte que ça ne se passait pas très très bien et donc ils étaient favorables à donner une image très positive des camps. Et c'est vraiment que lorsque la censure s'est abattue, qu'on a remplacé dans certains camps le théâtre par la musique. La musique, c'est beaucoup moins dangereux, enfin, quoique par exemple Wagner donne envie d'envahir la Pologne, mais a priori, c'est quand même beaucoup moins dangereux. Je voudrais aussi vous montrer les conditions très très différentes d'un camp à l'autre. Et ça ne recouvre pas toujours l'opposition entre camp d'officiers et camp de soldats. Il y avait clairement des moyens différents, des espaces différents. Alors vous avez un très très grand théâtre, tout de même, celui-ci, regardez, la hauteur permet vraiment des changements de décor extrêmement spectaculaires. Regardez l'ampleur de l'orchestre, c'est quand même un orchestre d'une trentaine de musiciens, c'est un vrai orchestre de théâtre, et évidemment le nombre de bancs permettait d'accueillir beaucoup de monde. Alors ici on est à Königsbrück, qui est pourtant un des théâtres les plus actifs, et regardez, quand vous regardez bien, voilà, vous avez juste les planches. Regardez, le cadre de scène est minuscule et les spectateurs sont quasi sur la scène. Donc, je dirais, parfois, certains ont pu vraiment faire des spectacles avec des moyens manifestement beaucoup plus amples, techniques et financiers, et puis d'autres, on a vraiment l'art de tirer parti du moindre espace. Un autre exemple ici d'un camp belge, si vous regardez bien, c'est une belle scène de théâtre, mais regardez, vous avez les arbres, vous avez la baraque,
et vous avez l'arrière. La scène est en extérieur. Donc on devait monter des théâtres à l'extérieur. Je pense qu'il y avait la question de la lumière et de l'électricité, on y reviendra. Donc c'était une possibilité beaucoup plus grande de donner ces spectacles l'été. Il faut dire aussi qu'en France, un peu partout, dans les années 1900-1910, c'était l'habitude des grands spectacles de plein air. Donc d'une certaine manière, ça n'a pas dû surprendre. Et regardez, c'est aussi une photo très rare, ce n'est pas une carte postale, c'est une photo d'un spectacle belge. Et vous voyez quand même le nombre de gens qui y assistent, évidemment, est assez considérable. Quelques rares documents sur la construction même des décors, et c'est un des aspects aussi les plus intéressants, c'est que si ces prisonniers vont rencontrer des gens d'autres cultures, ils vont aussi rassembler autour du spectacle, et comme c'est toujours le cas, des gens d'origine, de formation sociale extraordinairement différentes. Et bien entendu, on aura des professeurs d'université, mais on aura aussi le menuisier, on aura aussi le savetier, on aura le tailleur, on aura le perruquier. Et je dirais un petit peu toutes ces expertises, qui étaient soit professionnelles, soit amateurs, ont été rassemblées et ont permis un brassage social clairement autour de ces moments de création tout à fait singuliers et originaux. Donc, deux exemples, il n'y a pas grand-chose à commenter, je vous les laisse regarder. Alors, les costumes frappent par leur somptuosité. Alors, quelques témoignages indirects montrent que, par exemple, la Comédie Française a envoyé certains de ses costumes, notamment Madame Dussan a envoyé de ses costumes là-bas pour aider à ces pratiques, mais l'extrême majorité sont certainement des costumes réalisés sur place. Et franchement, je ne trouve pas que ces costumes soient moins beaux que presque les plus beaux que nous puissions trouver dans les revues parisiennes ou bruxelloises de l'époque. Ce sont vraiment des costumes d'une qualité d'exécution. Enfin, il y a des choses comme la broderie ici, c'est de la broderie. Quand on regarde le détail, c'est pas peint. C'est vraiment de la broderie. Je ne sais pas, je sais qu'il y avait beaucoup de temps, mais quand même, c'est absolument impressionnant. Ils en étaient très fiers. Regardez cette carte, c'est les costumes de la pièce. Donc, on prend une photo vraiment pour montrer l'ensemble des costumes, tellement ils sont beaux. Perruquier, maquilleur, vous l'avez vu, la plupart des rôles sont des travestis. Ce n'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus, on y reviendra. Mais regardez cette pièce qui me laisse à penser qu'on a donné du Molière, on dirait le début des Femmes savantes, on dirait un extrait des Femmes savantes. Regardez ces perruques parfaitement, Louis XIII plutôt que Louis XIV, c'est Madame de Sévigné. C'est quand même extrêmement impressionnant. Ou la galerie des maquillages, fausses barbes et autres, etc., que nous voyons dans le théâtre belge au-dessus. Alors, qui étaient les acteurs ? Les acteurs, c'était des prisonniers, bien entendu, mais parmi ces prisonniers, il y avait des acteurs, des chanteurs, des interprètes, des gens qui faisaient une carrière par ailleurs. Et ici, à Frederiksfeld, voilà, vous trouvez le prologue est dit par M. Gabriel Azambre, et j'ai retrouvé la trace de M. Azambre. Regardez, il est lauréat des concours internationaux de Charleroi, Roubaix et Charleville. Et voilà, donc évidemment, ces comédiens professionnels ont été mis à contribution tout particulièrement pour entraîner les autres qui n'étaient que des amateurs. Vous allez voir qu'il y a de belles histoires. Magnifique dessin, c'est Maurice Langaskens qui nous laisse sans doute parmi les plus beaux témoignages, les plus forts, et aussi dans son œuvre, à mon avis, ce qu'il a fait de plus beau sont ces séries de dessins qu'il a réalisées au camp de Münster. C'est l'un des rares exemples où on voit le metteur en scène, peut-être même l'auteur, faire répéter ses acteurs. Il a la brochure en main, fait répéter le texte. C'est un document pour lequel je n'ai pas de photographie, mais le dessin ici vient amplement compenser. La représentation elle-même, avec les changements de décor, à vue, forcément, il n'y avait pas de rideau. C'est très compliqué, vous savez, de faire un rideau. Il y en a quelques-uns, mais il faut une infrastructure très, très lourde. Et aussi, des choses inattendues, oui, il y avait de l'éclairage. Et on a parfois la mention de plusieurs milliers de lampes. Donc, j'ai été étonné des chiffres que j'ai pu voir. Et donc, vous avez évidemment les électriciens qui s'occupent de tous ces aspects-là. Et donc, vous voyez tout l'intérêt, c'est tous des gens qui ont des expertises professionnelles, sont venus et ont travaillé collectivement à ces entreprises artistiques. Publicité, affiche, c'était vraiment comme aujourd'hui, comme ça a toujours été au théâtre. Une très belle pancarte à Darmstadt pour la comédie Le Bois Sacré de Flers et Caillavet. Et aussi de très très belles affiches. On a aussi des collections d'affiches de l'époque. Et vous voyez ici un soldat qui montre à Ellwangen une série de spectacles qui sont annoncés. La qualité de réalisation de certains documents est absolument remarquable. Je vous montre ici un carton d'invitation.
Lithographié dans le camp, il y a le numéro de la baraque. Et donc, il y avait aussi des imprimeurs absolument remarquables. Regardez la qualité. Je ne pense pas franchement que les invitations du Théâtre du Parc dans ces années-là avaient le luxe que je peux vous montrer sous les yeux pour cette représentation, évidemment très prestigieuse, de Faust. Alors, il y a de tout, il y a du luxe, il y a du pas luxe du tout. Vous avez évidemment des toutes petites brochures sur un papier qui tombe des mains. Aujourd'hui, il se défait et reproduit à l'alcool. Hein, c'est ce que vous avez ici à gauche. Et puis au centre, vous avez un programme sur un beaucoup plus beau papier avec juste la ligne reproduite à l'alcool. Et tous les exemplaires ont été rehaussés à la main, sont tous différents. Il n'y a jamais les mêmes couleurs, ils sont tous différents. Et puis le troisième, c'est imprimé, complètement imprimé. Et regardez l'élégance, c'est un camp anglais. On retrouve évidemment toute la beauté des graphistes anglais dans la simplicité de présentation des programmes à Dulmen. Belge est parmi les plus beaux programmes que j'ai jamais vus, un certain Dion, dont je n'ai jamais retrouvé la trace par ailleurs. Il nous laisse une série de programmes. Nous sommes en 1916 ou 17. C'est extrêmement tôt et le graphisme est d'une modernité tout à fait stupéfiante. À gauche, il est entièrement imprimé et en couleur, hors du camp, par un imprimeur de Gütersloh qui les a imprimés pour le camp. Ils sont magnifiques. Celui de droite est imprimé et puis a été entièrement refait au pochoir à la gouache, 1 à 1. Mais regardez, le résultat en vaut la peine. Alors, en ce qui concerne le répertoire, le choix du répertoire, moi je n'ai encore repéré qu'une 120 œuvres repérées. Une dizaine ont été expressément composées pour les camps, j'y reviendrai pour les circonstances. Évidemment, le répertoire tragique, dramatique ou mélodramatique est limité, une dizaine sur les 120. Et la seule, on vient de la voir, c'est Cyrano de Bergerac, mais est-elle tragique, mélodramatique, elle est tout. Donc elle a le mérite de rassembler tous les tons et tous les goûts, et puis c'est une pièce merveilleuse, qui est la seule qui a été donnée dans plusieurs endroits. Et le reste, évidemment, c'est le répertoire comique qui domine. Et je vous donne ici en nombre de pièces différentes les auteurs qui ont été les plus joués. Courteline, Paul Gaveau devrait y revenir, Tristan Bernard, Robert de Fers et Armand Caillavet, Eugène Labiche, Maurice Hennequin, un auteur bien oublié aujourd'hui, qui est un Liégeois qui a connu une très grande heure de gloire dans les années 10 à la fin de la guerre. Si on regarde l'auteur le plus joué dans tous les camps, etc., eh bien c'est Paul Gaveau, l'auteur inoubliable de La Dame d'Honfleur, que personne ne se souvient, je crains, de Paul Gaveau, qui a fait les beaux jours aussi du cinéma français. Eh bien, c'est l'auteur le plus donné. Et puis, Tristan Bernard, on retrouve les mêmes. Et toujours Maurice Hennequin, le brave liégeois, toujours très bien classé dans le peloton de tête. Les deux œuvres les plus jouées, deux chefs-d'œuvre immortels, Miquette et sa mère, de Flers et Caillavet. En fait, c'est peut-être très bien, parce que je ne l'ai pas lu. Et on a parfois un peu tendance à dire que c'est mauvais, mais quand ça a eu tant de succès, souvent ça nous fait encore bien rire. Et l'anglais tel qu'on le parle, toujours du même Paul Gaveau. Et en cherchant, je dirais, les auteurs de ce répertoire oublié, il est évident que ce qui a servi de véhicule, c'est les petits feuillets de l'illustration théâtrale, je crois que vous en avez tous eu en main, qui permettaient au répertoire le plus récent de Paris de circuler à très bon marché de manière très large. J'ai choisi évidemment le chef-d'œuvre du théâtre belge, incontestable, tant pis pour ceux qui aiment Maeterlinck, mais pour moi il n'y a pas photo, c'est le mariage de Mademoiselle Bellemans, bien entendu. Triomphe en 1910 à Bruxelles, mais qui augure d'un triomphe mondial aux États-Unis, en Angleterre, et pendant des années à Paris de manière continue, dès 1911 et 1912. Donc évidemment c'est une des pièces à succès, on la retrouve dans les camps, c'est une des pièces qui est régulièrement jouée au théâtre de Tsel par les artistes belges, bien entendu, ou la troupe belge du camp de Cassel, ici en dessous. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ce n'était pas que des Belges. La pièce a eu beaucoup de succès à Paris, et donc oui, des Parisiens vont jouer Mademoiselle Bellemans. C'est ce que vous avez ici. C'est une troupe française qui donne Mademoiselle Bellemans. Ça m'a quand même un peu interpellé, et j'ai à vous montrer un des documents qui, moi, me touche le plus. Collectionnant ça depuis très longtemps, j'ai réussi à rassembler toutes ces cartes qui viennent d'un même endroit, mais qui me sont arrivées de 20 endroits différents. Ce sont des cartes qui ont clairement été échangées au camp de Münster, Renbach, en 1915, par des acteurs français qui ont donné la pièce. Il faut regarder les dédicaces, ils ne se dédient pas en fait les œuvres, les photos à leurs collègues comédiens, ils la dédient tous à Suzanne Bellemans. C'est le texte le plus clair et celui de droite. À la charmante Suzanne Bellemans, représentante parmi nous de la Belgique alliée et amie, en souvenir de notre lyre d'exil.
Et jouer Mademoiselle Beulement, c'est un hommage à la Belgique, c'est tout à fait évident, et à sa mesure, clairement, un petit acte de résistance et en tout cas d'affection à la pauvre petite Belgique. Parmi les pièces créées de circonstance, il y a les revues théâtrales. Ouais, elles existent à Paris, mais Paul Aron, qui me fait le plaisir d'être là, a beaucoup travaillé sur ce sujet. Elles sont restées très vivaces à Bruxelles. Et donc, on ne s'étonne pas de les retrouver dans les camps là-bas et jouées par les prisonniers. Alors, une revue, elle ne fait sens que par les allusions à l'actualité la plus récente. Il faut qu'il y ait une connivence complète entre les acteurs, les auteurs et le public. Sinon, ça ne marche pas. C'est un univers de rire, de dérision qui touche à la vie la plus quotidienne. Donc, on ne peut pas jouer une revue qui a été écrite pour Bruxelles ou pour Paris dans un camp. Il faut chaque fois une revue. Donc, on en a quand même une dizaine à peu près de revues qui ont été composées. Alors, celle d'en haut, je voudrais que vous me disiez ce que vous reconnaissez là derrière comme décor. Ça n'existe plus. Mais la place existe. Oui, c'est la gare du Nord, madame. C'est la place Rogier et la gare du Nord. Et vous avez le modèle le plus typique de la revue avec le policier, le compère et la commère, qui sont les deux meneurs de revue traditionnels. On retrouve une commère beaucoup plus chic et un compère extrêmement chic, en contraste évidemment dans cette valse des barbiers avec le décor des baraquements qui justement renvoie à la réalité concrète et matérielle, et tout l'humour vient, je dirais, de la distance entre la vie réelle qui entoure et ce moment de fête qui aboutit à des choses tout à fait délicieuses, comme ce final en apothéose de la revue Münster. De nouveau, Maurice Langaskens, avec un magnifique dessin, un souvenir qu'il garde d'une de ses revues données à Münster et pour laquelle il avait également fait la publicité. Ce sont vraiment des témoignages d'une grande beauté. La seule revue dont le texte était, à ma connaissance, entièrement édité, celle-ci, c'est À la mode du camp. Donc, effectivement, c'est comme les tripes. Vous imaginez bien qu'on ne mangeait pas très bien. Et donc, c'est une revue un peu culinaire, en l'occurrence. Le sujet de la mauvaise nourriture, évidemment, concernait tout le monde. Et elle est donc, vous le voyez, créée là aussi à Gütersloh. Elle a été publiée donc après le spectacle, avec des photos, etc. Donc, c'est vraiment un acte qui a été... la pièce a eu du succès, on veut en garder le souvenir, on veut même y joindre les images. Et je joins de nouveau un de ces magnifiques programmes ici du lieutenant-gouverneur qui également réalisait ici la revue. Et vous voyez aussi un graphisme quand même très moderne. Création de décors, création de pièces, je l'ai évoqué, les revues. Et ici, Le garçon parle anglais, clairement une pièce anglaise. Nous avons... L'auteur, c'est précisé sur la carte, avec ses collaborateurs. Une pièce qui, à ma connaissance, n'a été donnée que là, je n'en ai pas trouvé trace. Et en dessous, La chimère d'Arthur Martin et de Guillaume Soumillon, je crois. Et ils en étaient très fiers, puisque vous voyez ici une scène avec leurs deux médaillons, les deux auteurs. La pièce a été écrite vraiment spécialement pour ça. Donc, je dirais, je pense que pour toute une série d'artisans, ça a été le seul peut-être contact de leur vie avec la création artistique, mais vous le voyez, pour beaucoup de monde, finalement, ils ne se bornaient pas à reproduire. Il y a une inventivité réelle. Et je voudrais terminer par quelques exemples, me semble-t-il, justement, assez frappants. Je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans les camps, c'est le cadre de scène et le rideau de scène du théâtre du camp de Merseburg. Si vous voulez bien vous souvenir que les Champs-Élysées viennent d'ouvrir en 1913, ceci me paraît à la fois plus convaincant picturalement et beaucoup plus moderne que ce qu'ont fait Veuillard, Roussel et surtout Maurice Denis. La facture est d'une liberté que vous ne trouverez pas dans le quand même très bourgeois et très bien pensant théâtre des Champs-Élysées, aussi magnifique soit-il. Il y a une liberté d'exécution ici qu'on ne retrouverait pas dans ce genre d'endroit. Ben oui, la mode est aux Russes et aux ballets russes. Il y a des Russes pas loin, regardez ce fond de décor. On voit vraiment l'influence de Bakst qui est tout à fait sensible. Mais je dirais, si évidemment, ce qui est l'art nabi ou peut-être les ballets russes surprennent moins, moi j'ai été plus surpris par ceci qui est du théâtre français. C'est une pièce en un acte et en vers d'un auteur lui aussi totalement oublié, le Cyclope.
Et regardez ce décor, oui, c'est du 1900, mais un 1900 qui sent quand même furieusement Berlin et Vienne. Hein. C'est pas tout à fait celui que l'on trouverait ni à Paris, ni chez nous. Donc je voudrais bien savoir comment tout ça a circulé jusque-là. Regardez ceci, tableau vivant, tout à fait étonnant, mélangeant, je dirais, une vision revisitée, très carrée de l'Antiquité, pleine d'humour, et jouant avec la discordance des personnages en costume vivant. Donc des choses vraiment, je trouve, esthétiquement très intéressantes. Et je remets le dernier programme de Miquette et sa mère, toujours de Monsieur Dion. Nous sommes, je pense, en 1916. Regardez la ligne, bien sûr, ça vient de l'Angleterre, il n'y a pas trop de doute, mais malgré tout, moi, ça m'annonce beaucoup plus ce qui se fera 10 ans plus tard que ce qui se faisait en 1914. Programme absolument somptueux avec la locomotive qui arrive au centre. Alors, terminons, les acteurs. Bon, on a vu qu'il y avait des acteurs professionnels qui étaient invités à jouer, mais je me suis posé la question de savoir, tous ces amateurs qui sont arrivés là, est-ce que ça a pu jouer quelque chose? Ben, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais celui-là, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, c'est Monsieur Lucien Nat. C'est Monsieur Lucien Nat, et Lucien Nat a 19 ans quand il arrive au camp. Il est là. Il est là, c'est une séance pour le monument aux morts, pour payer le monument aux morts. Et il y a une série d'acteurs professionnels, hein, comme Étiévant, les noms viennent, on met d'où ils sortent, ou leur diplôme. Et lui, il n'a rien, il a 19 ans. Mais clairement, il a du génie, parce que regardez le rôle qu'il joue, c'est Frédéric, c'est le rôle principal de la version théâtrale de l'Arlésienne. Clairement, il avait beaucoup de talent. La photo, d'ailleurs, est absolument magnifique. Et j'ai été très ému parce que, en regardant le Don Juan de Marcel Bluval, que peut-être certains d'entre vous connaissent, je vois la tête du père de Don Juan et je dis, mais je le connais, cet homme, je le connais. Eh bien, c'était M. Lucien Nat qui a fait une magnifique carrière à la Comédie Française, à l'Odéon et au théâtre du Vieux Colombier. Donc oui, il y en a qui ont eu le feu sacré, qui se sont révélés, pour lesquels ça a joué un rôle important. Et je voudrais terminer par la photo qui, moi, m'a donné envie de travailler sur ce travail, de faire ce travail, de travailler sur ce sujet. C'est la photo d'un acteur anglais. Elle m'a mis extraordinairement mal à l'aise parce que ce côté de personnage perpétuellement travesti pourrait inciter à une curiosité ou parfois un certain voyeurisme qui peut mettre mal à l'aise. Mais je dois dire que le regard de cet homme m'a tellement interpellé. J'y ai vu non pas la gaudriole, non pas le rire, mais la profonde tristesse, le désespoir. Et je pense dans ce regard d'une grande simplicité, d'une grande noblesse, d'une grande élégance, tout simplement l'incroyable nostalgie des femmes que l'on sent dans tous les textes et que l'on voit partout. Et voilà, je voulais terminer en rendant hommage à cette magnifique image. Merci à vous.